va dire non, on a tendance à avoir une liberté individuelle, une conscience individuelle qui dit finalement, moi, je veux m'exprimer personnellement. Alors aujourd'hui, ces idéologies sont en train de se mélanger gentiment. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des manifestations de droite. Nous avons un gouvernement qui est socialiste mais assez libéral. Donc finalement, ces idéologies-là se croisent. Les idéologies de gauche vont à droite, les idéologies de droite vont à gauche. Et donc, le peuple en général, finalement, est à la fois partagé entre la volonté d'exprimer son opinion personnelle, mais à la fois, il veut faire partie d'un collectif. Alors, tout à l'heure, je parlais de la criminalité des foules. Si on le place par la psychologie, puisque nous sommes dans la partie psychologie, comment on peut réfléchir à cette psychologisation des foules? Et dans ces cas-là, pourquoi elle devient criminelle? Alors, le premier, donc, on va dire l'hypnose. Alors ça, c'est l'effet hypnose, c'est-à-dire que, vous savez, l'hypnose, c'est quand vous allez chez un médecin, il va vous faire tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Et donc, c'est ça, et un effet dans la foule, c'est-à-dire on rentre dans la foule, on perd son identité, et on va acquérir l'identité du groupe, ou alors il y a un meneur, un chef, qui tout d'un coup vous paraît être un peu, c'est le Christ, c'est le Messie, il est là, et vous voulez absolument, vous l'écoutez comme un Messie. Ça, c'est l'hypnose. On ne pense plus. Ensuite, la suggestion, donc le charisme d'un meneur réduit l'esprit critique individuel. Là, on est on n'est plus dans l'hypnose, on est quand même dans la réflexion, mais malgré tout, quand il y a un meneur, on sait très bien que si quelqu'un est charismatique, il amène la foule. D'ailleurs, c'est comme ça que fonctionnent les partis extrémistes. Plus ils sont extrémistes, plus le leader est fort. Parce qu'on sait qu'un leader, quand il parle haut et fort, c'est comme ça qu'on peut faire bouger une partie non négligeable de la population. En France, on estime qu'il y a à peu près 30% de la population française qui peut être gagnée comme ça par un discours assez radical. Alors, je vais enlever le mot extrémiste, parce que nous ne sommes plus dans les années 30, mais que ce soit les discours, j'allais dire communistes, ou les discours nationalistes, aujourd'hui, il faut, on aurait Mélenchon ou on aurait Marine Le Pen, alors les deux n'aiment pas se faire comparer, mais bon, on va dire que le processus, en tout cas, de meneurs forts est comparable, et donc ils peuvent intéresser une population. Le refouler, c'est-à-dire que si une population se sent malmenée par le pouvoir, par exemple ce qui se passait à Air France par exemple, là aussi, on sait que quand quelqu'un est frustré, et quand tout un groupe est frustré, il y a un risque. Enfin, la psychose, c'est quand la foule devient brutalement incontrôlable, c'est-à-dire si tout d'un coup la foule a peur de quelque chose. Et là, les gens ne réfléchissent plus parce qu'ils ont peur. Et face à la peur, là, on peut faire n'importe quoi. Alors, ce qui fait que dans notre XXe siècle, on a plus tendance à croire que les foules, quand on parle de foule, on parle de dictateurs. Alors, vous pouvez avoir le nazisme à gauche, vous pouvez avoir la Corée du Nord à droite, et on ne peut pas imaginer ces régimes sans les foules. Mais ça, c'est quelque chose que moi je trouve insupportable. Parce que c'est vrai qu'il y a des foules derrière les dictateurs, mais c'est quand même pervertir ce qu'était la foule au départ, qui est l'expression populaire et démocratique. Continuons. Alors, c'est toujours intéressant de voir la foule maintenant vue par les autres, et je vais prendre l'exemple de la révolution des tournesols, ou du mouvement des tournesols, on va dire plutôt. Quand, selon à qui on pose la question, moi ici en tant qu'étranger, j'ai posé la question toujours très innocemment, avec des guillemets à innocemment, comment voyez-vous les étudiants qui manifestent? Taïwanais qui manifestaient à Taipei. Alors,
selon les personnes, on va qualifier, la qualification va changer. Alors, soit on peut entendre que ben c'est la foule, c'est-à-dire que les jeunes ne réfléchissent pas, ils ont été, comme ils sont jeunes, ils sont manipulés par un parti politique. À ce moment-là, c'était les Verts, ce qu'on disait. Ou alors, on disait qu'ils sont manipulés par des extrémistes jeunes incontrôlables. Et donc, là, c'est la foule. Ou alors, ce sont des révoltés. Là, on dit, c'est des gens qui sont fiers des jeunes, qui disent, bah, moi, ces jeunes-là, ils prennent leur avenir en main, c'est très bien. Dans ces cas-là, nous sommes des révoltés. Après, nous avons des citoyens. Donc là aussi, c'est le contraire des foules. Donc nous avons, dans ces cas-là, des adultes qui disent, mais c'est moi, nous sommes fiers que cette génération qui est née dans la démocratie exprime leur avis de citoyen. Et enfin, les jeunes et les étudiants, je peux vous assurer que si le mot est positif, quand moi, dans mon université, j'entendais « Ah, les jeunes font ça », ça veut dire « les jeunes immatures font ça ». Et donc, le mot « jeune » a tendance à être négatif, quand je l'entends ici. Donc, selon les mots qu'on va employer, et finalement la foule, c'est peut-être le plus négatif. Je parle du cas du mouvement des tournesols à Taïwan. Chaque fois, quand j'ai entendu la foule, c'était vraiment pour ceux qui voulaient qualifier le plus durement ceux qui manifestaient. Continuons. Alors, finalement, qui dit foule dit leader. On pourrait ramener ça à une meute. Une meute, c'est un groupe d'animaux avec un chef. Et vous avez le chef et le leader. Donc, à ce moment-là, la foule, c'est celui qui, soit c'est celle qui veut une information, soit quelqu'un qui veut être rassuré, soit parce qu'on veut être aidé. Et dans ces cas-là, on va avoir un chef. Le chef, c'est celui qui sait. C'est celui qui peut agir. C'est celui qui peut agir de façon utile et pertinente pour la foule. Et puis en face, vous avez le leader. Le leader, on a utilisé le mot anglais, vous voyez. Il y a toute l'histoire française qui aime beaucoup les anglais. Donc quand on utilise le mot anglais, c'est que généralement on veut critiquer. Donc on dit le chef est gentil, parce qu'il veut essayer d'aider son peuple, mais le leader, lui, par contre, on ne sait pas vraiment. Est-ce que c'est son intérêt personnel? Est-ce qu'il n'est pas un peu fanatique? Est-ce qu'il n'est pas un peu extrémiste? Qui il est? Alors, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, mais il y a un peu un doute. Alors, on ne peut pas parler de la psychologie sans parler de notre cher psychanalyste Sigmund Freud. Alors, il a écrit ce livre, Psychologie collective et analyse du moi. En fait, ce livre, c'est une réponse au livre Psychologie collective, qui était écrit par un sociologue, tout à l'heure, qui a écrit L'ère des foules. C'est lui qui a écrit un livre qui s'appelle Psychologie des foules, Gustave Le Bon. Et Freud a réfléchi parce qu'il dit, mais ce sociologue dit des choses qui ne vont pas. Et donc il a dit, moi, en tant que psychanalyste, je vais apporter une autre vision de la foule. D'abord, premier changement chez Freud. Freud considère que la foule n'est pas une régression. Gustave Le Bon lui dit, quand la foule se rassemble, elle devient une meute, comme une meute d'animaux. Mais pas pour Freud. Pour Freud, lui, il dit qu'il n'y a pas une régression, il y a un changement d'état. C'est un peu comme de la chimie. Vous savez que quand vous étiez au collège ou au lycée, on vous dit rien ne se perd, tout se transforme. C'est la chimie. Hein? Et donc là, c'est pareil. Quand on passe de 1 à plusieurs, on ne régresse pas, on n'est pas mieux non plus, juste on change de fonction, entre guillemets. Mais on ne régresse pas. Donc c'est un moyen pour Freud de dire que la foule n'est pas inférieure à l'individu. Finalement, on passe du moi social au moi réel, c'est-à-dire que il y a chez Freud deux moi, c'est-à-dire il y a le moi-moi,
qui je suis, mon identité, ma pensée, ma formation, mon caractère, mes sentiments. Et puis il y a le moi social. Moi, en société, je ne suis pas tel que je voudrais être. Parfois, j'ai envie d'être violent, des fois, j'ai envie d'être affectueux, mais je ne le suis pas. Je ne vais pas frapper un étudiant, je ne vais pas embrasser une étudiante, donc même si je le pense. Donc, nous avons cette confrontation du moi réel avec le moi social. Et dans ces cas-là, pour Freud, là aussi, ce moi social, ce moi qui est dans les foules, ce n'est pas la totalité du moi réel, mais malgré tout, c'est une partie du moi réel.